Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abattu, bâton, casserole. en français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus à notre nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma camarade Luisa Moraes. Ça va, Luisa? Coucou, ça va bien? Et aussi, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marina Duarte, elle qui a commencé ses études à l'Université fédérale de Minas Gerais. Elle est aussi docteur en histoire à Paris 7 et aujourd'hui, elle est postdoctorante en sociologie et santé publique à Paris 8. Et c'est avec elle qu'on va mener une belle conversation aujourd'hui. Alors, Marina, ça va? Ça va, bonjour Adrien, bonjour Louise, ravie d'être ici avec vous. Oui, nous aussi. Alors, Marina, qui es-tu à la queue de la boulangerie? C'est-à-dire, comment tu te présentes au monde? Je me présente au féminin, moi je suis Marina, et puis je bosse à Paris, j'ai fait une recherche à Paris, j'habite à Paris depuis assez longtemps, depuis 10 ans. Parfois, je rentre au Brésil, du coup, en fait, je suis plutôt une voyageuse. Oui. Alors, Marina, à partir de ton travail, n'est-ce pas? Donc, de ta recherche, de tes recherches, en fait, comment le grand sujet, n'est-ce pas, qui tu étudies, ce sont les travestis, hein? Donc, alors, je peux dire ça en français? Oui, on peut dire ça en fait, Ouais. travesti. Bon, même si c'est un mot assez brésilien, mais déjà, je vais essayer de parler un peu de mes recherches. En fait, du coup, j'ai fait, comme Adrien disait tout à l'heure, j'ai fait un doctorat sur l'immigration des travestis et personnes trans, enfin, des femmes trans brésiliennes à Paris des années 1970 jusqu'à 2016. Du coup, ça, c'était mon sujet de doctorat. En fait, les titres s'appellent Splendeur et misère des travestis brésiliennes à Paris. Du coup, j'ai volé un peu les titres de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Jamais lu ces livres, mais de toute façon, c'est dans mon titre c'est dans le titre de ma thèse. Ouais. Et du coup, enfin, dans mon doctorat, j'ai travaillé un peu, j'ai créé le récit, j'ai bâti l'histoire de cette immigration et de cette présence des travestis brésiliennes à Paris. C'était bien que tu as demandé sur le nom, parce que travesti, en fait, c'est un nom qui est la première génération des travestis brésiliennes se reconnaît. Du coup, comme dans ma thèse, j'ai plaidé pour une idée qu'il existe 3 générations de travestis et personnes trans. Et c'est plutôt la première génération qui se reconnaissait en tant que travesti. Et j'ai continué à utiliser ces noms dans ma thèse parce que le sujet principal, c'était la première génération. Malgré le fait que pour les Français, peut-être ces noms, ça peut être un peu mal placé, un peu, comme on peut dire, pas très approprié parce que ça peut être vu comme un mot péjoratif. Mais pour les Brésiliennes, c'est pas un nom péjoratif, c'est le nom où elles s'identifient elles-mêmes. Même si pour la 2e génération, ça veut dire pour les personnes qui sont nées dans les années 1980, qui sont à la trentaine aujourd'hui, qu'elle dit plutôt femme trans ou transgenre ou transsexuelle, ça dépend. Dans la vie courante, les gens, ces noms est assez différent pour chaque personne. Mais pour la première génération, elle se reconnaît vraiment comme travestie. Et du coup, j'ai gardé les noms qu'elle se reconnaît elle-même pour ne pas changer la réalité au regard des appropriations scientifiques plus hygiéniques. Ah, c'est cool. En fait, c'est Raissa qui a parlé de toi, hein? Raissa qui était ici. Et dès qu'elle a parlé de ton sujet de recherche, on s'est un peu étonné. On ne savait même pas que quelqu'un avait déjà fait une étude pareille, hein.
Et une chose que je me suis demandé tout de suite, c'est comment ce sujet travesti exactement est apparu dans ta vie. Par exemple, tu étais une jeune étudiante à OFMG et du coup, tu as dit, bon, je vais à Paris étudier les travestis qui sont allés. Comment t'es arrivé à ces... Non, Pardon, oui, on te demande ça justement parce que aujourd'hui c'est un sujet qu'on parle tout le temps, ah donc oui, oui, carrément. Ouais. c'est récent, ouais. Donc, mais si on pense à 10 ans avant, c'était pas quelque chose de très. Oui, enfin, bah, déjà, avant, il faut dire il va falloir écouter le podcast d'Eraïssa parce que elle est superbe, c'est une grande amie, elle est vraiment intelligente, cette fille. Et puis, pour les travestis, en fait, c'était un peu par hasard. C'est vrai que j'ai créé ce projet en 2013. Aujourd'hui, c'est un sujet assez courant, au moins à l'université ou dans les milieux militants féministes. On les trouve. C'est un sujet important et aussi à la mode. C'est important d'en parler, ça vraiment. Mais à l'époque, en fait, je faisais un master à OFMG en théorie de l'histoire. En fait, j'ai étudié un philosophe assez conservateur, il s'appelait Paul Ricoeur. Et Ah du oui. coup, en fait, comme elle était assez conservateur, j'ai essayé de faire un débat, une discussion avec Michel Foucault. Et du coup, mon mémoire de master, c'était un dialogue entre Paul Ricoeur et Michel Foucault. Et à l'époque, je ne parlais pas du tout français. Et du coup, j'ai pris un peu de l'argent que j'avais de côté. Je suis partie à Paris pour faire un cours de français, pour pouvoir lire Paul Ricoeur et Michel Foucault en français. Et ben, c'était à Paris. Ben, quand je suis arrivée à Paris, j'ai tombé amoureuse de la ville et je me suis tout de suite dit que j'allais essayer de faire un doctorat là-bas. Ben, j'ai dit là-bas parce que je suis à Belo Horizonte à ce moment. Je rentre à Paris demain. Et puis, comme c'était pas quelque chose que j'avais prévu avant, mais Foucault, à l'époque, je lisais un peu l'histoire de la sexualité, même si ce n'était pas vraiment mon sujet de master, mais Foucault, il a des études sur les corps, sur les sexes, sur la sexualité, pardon, pas sur les sexes. Et ben, un peu de côté, j'ai commencé à feuilleter un peu les livres de Butler sur les troubles dans les genres. C'était un livre qui a été traduit en français assez tardivement, en 2005. Et ben, je sais pas, j'avais le sujet du genre dans ma tête. Et un jour, je me suis promenée à Pigalle, parce que j'ai habité à Pigalle à l'époque, et j'ai vu une femme trans péruvienne qui traînait dans la rue. Et ça a attiré ma attention. Et en fait, il y avait plusieurs. Et du coup, c'était quelque chose que j'ai vu dans la rue. Et j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert à l'époque qu'il y avait une petite vague migratoire brésilienne dans les années 80. Mais c'est une petite vague en termes de nombre, mais elles ont fait dans les années 80 un petit bruit à Paris parce que les Brésiliennes, se sont devenues assez connues parce qu'elles avaient un style de vie un peu spectaculaire. En fait, elles faisaient les tapins. Là, c'est un mot en français, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Non, qu'est-ce que c'est? Elles faisaient la passe. En fait, elles étaient prostituées à Pigalle. Elles traînaient dans la rue pour faire la prostitution à Pigalle et au bois de Boulogne. Mais c'était assez nombreuses. Enfin, je ne sais pas, à peu près 500 000 personnes qui étaient dans la rue à cette époque. Et c'était quelque chose ça rebondit un peu sur Paris. Il a eu même un glissement sémantique où les noms travestis, c'était synonyme des Brésiliennes à l'époque. Quand on disait les Brésiliennes, les gens entendaient les travestis. Ben, c'est quelque chose qui reste jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais là, à cette époque, c'était fin des années 70, début des années 80, où il avait ce moment de gloire des travestis brésiliennes à Pigalle et au bois de Boulogne. Et du coup, je cherchais un peu cette histoire, j'ai créé un projet, ça a marché et je suis partie à Paris pour faire une recherche sur cette histoire.
Ça, c'est le début. Ah, mais c'est Encore cool. en Mais à cette 2013. époque-là, mais à cette époque-là, tu as commencé à découvrir, à connaître les personnes alors, avant de rentrer au Brésil? Non, non, là, j'ai fait juste une recherche dans les journaux, des recherches bibliographiques. J'ai pas eu vraiment l'opportunité de connaître les gens vraiment. Le projet, il était basé vraiment sur des documents d'archives. C'est pour ça que c'était assez précaire parce que c'est pas possible de créer cette histoire sans parler vraiment avec les personnes concernées. Mais bon, ça a marché quand même. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'historiens qui bossaient, qui travaillaient, désolé, langage informel, qui travaillaient sur, pas du tout. Les auditeurs, sur les bosser, c'est sujets. synonyme, oui, c'est synonyme de travailler, oui, bosser. Non, en fait, je suis curieux en ce moment quand tu parlais, je t'écoutais, j'ai trouvé très belle l'histoire. En fait, c'était une chose qui est venue à partir de ton regard même sur la ville de Paris, un regard brésilien, regard brésilienne surtout sur la ville de Paris, parce que j'imagine toi comme brésilienne avoir ces synonymes et je sais pas comment dans ces premiers contacts, qu'est-ce que tu as senti quand tu as découvert? Moi, je ne savais pas cette chose de synonyme de travesti, c'était un synonyme de brésilienne. Et bon, en fait, il y a deux questions. Comment tu t'es senti quand tu as découvert ça? Et après, il n'y avait pas de travestis françaises ou c'était une question de leur manière de se porter, que c'était un peu différent des brésiliennes? Je ne sais pas si tu sais, mais c'est... Oui, non, mais c'est une bonne question parce que oui, c'est une bonne question. Pas comme les brésiliennes, en fait. Ça, c'est quelque chose que je travaille un peu. Je vais essayer de répondre les deux questions, mais la dernière elle est plus facile parce que parce que je travaillais dessus. Oui, enfin, là, en fait, là, je vais remonter un peu l'histoire. Oui, il y avait des travestis. Enfin, là, on peut dire qu'il y avait des transsexuels. Si on va, et ne se reconnaissaient pas comme travestis. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des coccinelles. Coccinelle, c'est les stars des personnes. Enfin, c'est les stars trans des années 50 à Paris. En fait, à Paris, il y avait dans les années 50, surtout un cabaret trans qui a été assez important et qui a fait un peu l'histoire et qui avait des échos dans le monde entier, en fait. Ça s'appelait le Carrousel de Paris, où Coccinelle, par exemple, était la grande star. Elle était... Enfin, en fait, on voit Coccinelle dans des couvertures des magasins brésiliens dans les années 60, quand elle est venue faire un tour à São Paulo. Dans sa biographie, elle disait même qu'il y avait de la foule dans la rue qui l'attendait, qui a crié son nom. En fait, oui, il y avait des femmes trans, des femmes transsexuelles dans ces cabarets, comme Coccinelle, Bambi. En plus, il y a un documentaire assez beau sur Bambi. C'est une femme, je pense qu'elle est algérienne en fait, mais elle a fait son succès au Carrousel de Paris. Et elle est une femme trans. Toutes les deux ont fait l'opération chirurgicale à Casablanca, au Maroc. À l'époque, c'était là-bas qu'ils faisaient ce genre de chirurgie. Ben oui, pour ta question, il y avait les personnes trans, les femmes trans dans ces cabarets. Mais il n'y avait pas autant de personnes, des femmes trans, travesties, dans les rues, en train de faire la prostitution. Et en plus, les Brésiliennes, elles avaient tout un style assez particulier parce que la féminité brésilienne, elle est connue comme une féminité assez extravagante. Et les travestis brésiliennes, elles se sont appropriées de ces fémininités brésiliennes qui est assez connue dans le monde entier. Et elles se sont appropriées, un peu subverties de cette féminité. Et c'est comme ça qu'elles ont créé son succès dans les rues de Paris. En fait, il y avait des personnes trans, mais pas dans cet style qui a à l'égard des Français. Je pense qu'il y avait aussi une attirance par rapport à l'exotique. C'est quelque chose d'exotique qui est arrivé dans les rues de Paris, en fait. Oui.
En plus, parce qu'elles utilisent à cette époque, c'était quelque chose qui n'était pas très courant dans le monde français. Les Brésiliennes, elles dominaient les savoir-faire de faire des injections de silicone industriel l'un aux autres. Et du coup, elles avaient vraiment des formes assez Voluptueuse, vas-y. voluptueuses. C'est ça. Ça me manque, ça m'a échappé le mot. Et ben, c'était quelque chose de particulier dans les rues de Paris dans les années 80. Et ça a attiré l'attention. Et les mots brésiliens, ils venaient beaucoup dans les journaux. Pas souvent d'une manière, assez souvent d'une manière pas très gentille, en fait. Oui, Parce je qu'en comprends. fait, là, j'ai essayé de parler dans ma thèse, comme je vous le disais, c'est splendeur et misère, en même temps qu'il y a toute une réussite dans cette immigration, la réussite de ces personnes qui ont vraiment réussi à garder un peu de l'argent pour voyager, pour faire un voyage assez long et arriver à Paris, une ville très chère. Et en même temps, il a toute la misère qui entoure aussi cette histoire. Et en fait, non, le titre, je pense, c'est parfait, hein. Et ce titre, je pense qu'il peut être la devise de la ville de Paris, peut-être. Balzac, oui, il est malin, Balzac. En fait, je vous ai dit comment j'ai vu une travestie pour la première fois. Premier Mais contact, oui. pour la rencontrer vraiment, pour essayer de parler avec elle et pour m'approcher de cette communauté, c'était par les biais d'une association qui s'appelle Prévention Action Santé pour les transgenres. C'est une association située au 10e arrondissement de Paris, rue Lafayette. Donc, rue Lafayette, c'est connu. C'est quoi, pardon? Rue Lafayette, c'est la galerie, c'est la même rue de la galerie. Oui. Ah oui. Et puis, c'était là-bas, une fois que j'ai réussi je suis devenue bénévole à l'association. C'est une association qui a été créée par une Brésilienne, en fait. Elle s'appelle Camille Cabral. Et puis, je vais même vous donner, il a un documentaire sur sa personne. Ah oui. Et puis, c'était à partir de l'association où j'ai pu vraiment parler avec les travestis, les femmes trans, et connaître vraiment les personnes. Et là-bas, j'ai pu les interviewer, mais plus que ça, de les côtoyer pendant plus de 7 ans. Finalement, à la fin même, j'ai travaillé là-bas, j'étais salariée à la fin. Parce que moi, je suis restée pendant plus de 7 ans dans l'association. Ah, c'est parfait. Alors, Marina, pourquoi ces femmes-là, aux années 60, 70, pourquoi elles ont choisi la ville de Paris? Alors, ça pourrait être une autre ville dans le monde entier. Et alors, pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Paris, c'est vraiment une ville où il y avait des échos du cabaret trans, comme je vous ai dit. Par exemple, il y a les cabarets trans dans les années 50, où il y avait Coccinelle, il y avait des stars, des femmes trans qui étaient connues dans le monde. En fait, il y avait des reportages au Brésil sur ces personnes qui ont connu un succès énorme dans les cabarets. Et du coup, je pense que ça a attiré un peu l'imaginaire des personnes trans, des travestis à l'époque des années 60, parce que dans les années 60, au Brésil, une grande partie des travestis travaillaient ou aspiraient travailler dans le monde du spectacle. Du coup, en fait, c'était un peu une manière de rêver, quoi. Paris, c'était un rêve. Même si on va réfléchir sur les fins du siècle, c'est 19e siècle au Brésil. On a beaucoup d'échos de Paris comme la capitale de l'amour, comme la capitale du plaisir. En fait, ça existe un peu cet imaginaire autour de Paris comme la ville des amours, la ville des plaisirs, la ville des rêves. Mais ça, c'est le côté spectacle. Mais on ne peut pas oublier que, en fait, cette immigration, elle est organisée autour d'un marché sexuel. Et en fait, aussi, Paris, c'est reconnu, c'est connu comme une ville où la débauche est assez répandue aussi. En fait, et comme
c'est mieux de gagner un euro. À l'époque, c'était les francs. C'est aussi c'est à la fois une immigration à cause de l'imaginaire, parce qu'en fait, comme la société, elle bouge pour les imaginaires, mais aussi pour des questions matérielles. Alors, c'était mieux de travailler dans les marchés sexuels à Paris qu'à Lap, au Rio. Du coup, en fait, c'est à la fois un rêve, il y a à la fois aussi une manière de gagner plus d'argent et aussi d'envoyer l'argent à la famille. Comme on parle d'un groupe social assez particulier, la question du corps, elle peut aussi être importante. Parce que pour faire tous ces changements de corps, il faut aussi c'est cher, et c'est quelque chose de continu. Parfois, c'était plus simple, par exemple, de faire l'opération en Europe qu'au Brésil. Aujourd'hui, c'est différent. C'est moins cher de faire l'opération en Amérique du Sud qu'en Europe. Mais à l'époque, c'était différent. Même, c'était assez compliqué de faire l'opération. Dans les années 70, les seuls chirurgiens qui faisaient l'opération des chirurgies des réassignations sexuelles, il était persécuté en justice. Je pense ça, qu'il y a un c'est film, n'est-ce pas, sur un petit peu inspiré à l'histoire de ce chirurgien-là. Je ne sais pas, mais je m'intéresse, je vais chercher. Oui, oui. Je vais Robert me Farrier, souvenir. c'est son nom, je crois. Ah oui. Je ne sais pas parce que je fais une recherche dans les revues, dans les journaux, à la Folie de São Paulo. Et à l'époque, c'était assez, on voyait beaucoup d'articles sur le sujet. Ouais. J'espère d'être claire parce que j'ai l'impression parfois que je tourne en cercle. Non, pas du tout. En fait, c'est bon d'écouter parce que je pense qu'on est très curieux et c'est pas un cercle. Peut-être que pour toi, c'est déjà des choses assez évidentes, mais Ah oui, mais ça, c'est un problème des gens qui font une thèse parce que comme on est assez coincé pendant 5 ans dans les mêmes sujets, à la fin, je me suis dit, mais tout le monde sait ça, pourquoi j'ai fait ça? Oui, pas du tout. Non, pas du tout. Et bon, on sait que faire un voyage comme ça, c'est difficile pour tout le monde, hein. Même en tant que touriste, c'est pas une chose facile. C'est pas comme aller Guarapari pour nous, les mineiros, pour aller à la plage. Donc, est-ce que pendant cette recherche, pendant ces conversations, comment ça s'est, les travestis, elles t'ont dit quelque chose? Comment ça s'est passé, cette migration? Parce que je pense que nous avons, bon, j'imagine, hein, que c'est déjà dur pour nous qui sommes brésiliens, on est latins, hein, il y a un certain préjugé déjà. Alors, j'imagine pour ces groupes-là qu'il y a un double préjugé, hein, Oui. je ne sais pas si je dis des bêtises Non, là, non. mais je ne sais pas comment c'est la relation parisienne avec ces personnes non plus, hein, avec ces travestis. Si elles ont des préjugés comme nous, j'imagine, hein, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la question c'est comment ça s'est passé cette immigration? Comment elles ont été reçues par les Parisiens, par les Français et tout ça? Ok. Bon, là, comme c'était une recherche que j'ai menée dans une temporalité de 50 ans, c'est un peu différent les personnes qui sont venues dans les années 80 et les gens qui viennent aujourd'hui. Il a des différences, parfois des choses positives, des facilités dans les années 80 qui ne sont plus aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de parler des deux. Mais dans les années 80, d'après ce que j'ai compris dans mes entretiens, les personnes décident de venir parce que les premières travestis qui sont parties en France, elles rentraient assez souvent pendant le carnaval, mais avec plein de bijoux, avec plein d'argent. Et du coup, les autres regardaient ces succès d'argent financier. Et puis, elles se sont dit, oui, mais on va aussi partir à Paris. Et à l'époque, apparemment, tout ça, c'était des sources orales. Et elle disait que c'était un peu compliqué parce que les gens, même de l'aéroport, ils ne comprenaient pas trop
ces personnages qui arrivaient en fait, parce que enfin, c'était là, on va dire là, c'est vraiment des années 80. Les sujets, c'était pas du tout répandu, personne connaissait vraiment les travestis brésiliennes, même les transgenres. Et du coup, c'était comme, elle disait que c'était que les gens étaient plutôt étonnés, mais qu'ils n'avaient pas beaucoup de difficultés pour entrer à Paris. Une fois à Paris, je n'ai pas écouté des gens qui ont des difficultés assez sévères dans les années 80 parce qu'apparemment, il a eu beaucoup de succès financier dans le marché sexuel. Là, il faut dire que c'est vrai, il a beaucoup de préjugés, c'est beaucoup plus cher pour une travestie de payer les loyers qu'une personne, on peut dire cisgenre, blanc, hétéro. Mais ça, en fait, pour tout le monde, un immigrant, il paye toujours plus cher qu'un Français parce que son dossier il est moins bon. Moi, je paye plus cher. Je paye plus cher. Mais les gens qui ont plus des facteurs de discrimination sociale, elles payent à chaque fois plus cher. Du coup, une travestie qui a une discrimination des genres, des nationalités, parfois de race, de sexualité, en plus de son boulot, c'est dans son travail, que c'est un travail sexuel, là, ils ont des additions, des préjugés qui ça finit pour un loyer hyper cher. Du coup, ça, ce sont des difficultés. Mais elles viennent à Paris, pour répondre à ta question, normalement, une personne amène l'autre. Une ancienne personne à Paris paye les billets d'avion, montre la vie, essaye de donner un peu des chambres pour rester pendant un temps. Et puis, elle va payer avec des intérêts. On peut dire que c'est plus ou moins... ce sont des bricolages d'exploitation. Ce n'est pas un réseau des proxénètes, mais en fait, une personne amène l'autre dans une négociation qui parfois c'est une négociation des personnes, une bonne négociation. Parfois, il y a des disputes, parfois, il y a des violences. Ça dépend. Il n'existait pas, en fait, un réseau de proxénétisme organisé dans cette immigration. Mais la manière dont elle arrive à s'installer et à venir à Paris, c'est une travestie, une personne trans qui amène l'autre et qui l'insère dans ces réseaux établis dans la ville, dans la capitale. Ça, c'est toujours comme ça, même dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a des questions plus particulières qui changent, mais globalement, c'est un réseau d'immigration. Ça, c'est un peu un classique des réseaux d'immigration mondiale. Après, il y a des réseaux qui sont des réseaux d'esclavage, ce n'est pas du tout ces cas. Là, c'est un réseau plutôt, un petit bricolage d'exploitation des personnes qui sont déjà dans des conditions précaires. Oui, tout à fait. Et le contact, Marina, comment ça a été le premier rendez-vous que tu as eu avec ces femmes? Comment elles t'ont reçu, en fait, parce qu'elles parlent brésilien, n'est-ce pas? Elles parlent portugais brésilien, la majorité. Donc, je pense que ça a été... bon, je ne sais pas. C'était vraiment quelque chose qui a changé un peu ma vie parce qu'avant, je faisais des recherches à la bibliothèque, je lisais des philosophes morts et puis ça tout a changé parce que je commençais à faire des recherches avec des personnes qui sont vivantes. Là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des émotions qui jouent aussi. Ouais. Après, j'ai fait des entretiens, elles se sont devenues des amies. Et puis, à la fois des personnes dont je faisais une recherche scientifique, pas scientifique dans les modes durs de la science, mais il y avait quand même une méthode et un intérêt de compréhension d'un phénomène social. Mais il y a quand même une relation humaine qui s'est installée à partir de ces recherches. Et puis, ce sont des gens qui sont dans ma vie depuis assez longtemps maintenant. Ça, c'était 2013, ça fait 8 ans. Mais c'est pour répondre plus, c'était super bien. J'étais hyper bien reçue dans les milieux. C'est pas un milieu qui est assez ouvert, c'est pas super facile d'entrer, mais une fois c'est tout à fait normal. Hein,
En fait, c'est compliqué d'arriver et de poser des questions à une personne qui a une condition sociale un peu précaire. En fait, en plus, je ne voulais pas faire comme ça. C'est pour ça que j'ai entamé à l'époque une ethnographie. Je suis restée dans le terrain pendant plusieurs années pour, comme ça, pouvoir ne pas faire des entretiens réguliers, mais pouvoir observer. Et c'était à partir de mes observations, donc j'ai eu des bonnes réponses. Parce que c'est assez compliqué de poser des questions aux gens qui n'ont pas vraiment l'intérêt de... C'est pas l'intérêt, c'est vraiment compliqué de parler des choses assez sensibles comme ça. Ouais. Moi, j'avais pas trop j'avais pas la courage vraiment et ni la volonté de dire avec quelqu'un qui est dans une situation. Parfois, là, il faut dire les deux. Hein. Il y a des personnes qui sont là-bas, qui font la prostitution, qui sont transsexuels, qui sont dans une vie qui sont dans une vie à l'aise, qui ont de l'argent, où on habitait. Ça dépend. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans une situation plus précaire, en plus sans papier. C'est compliqué de poser des questions pour quelqu'un qui est sans papier pour dire oui, mais comment tu es arrivé ici? Elle va dire, bon, je ne veux pas forcément vouloir parler d'une situation assez compliquée comme ça. Oui, bien sûr. Hein. En fait, même moi qui suis cisgenre, hétéro, je ne suis pas blanc, mais quelqu'un va venir me demander des choses comme ça, je vais dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me demandes? Oui, c'est toujours bizarre. Hein? En plus, on ne veut pas vraiment... Je crois que les gens, c'est normal et c'est compréhensible. Quand ça craint un peu de donner des informations quand tu es dans une situation qui est pas dans la légalité normale, légalité sans papier, dans un boulot qui n'est pas régulier. C'est pour ça que j'ai plaidé aussi, que j'ai argumenté dans ma thèse, que c'était important dans cette recherche de faire une démarche ethnographique. Qui dans ces cas-là, l'histoire orale avec des entretiens, ce n'était pas du tout suffisant pour connaître cette réalité. Oui. C'est pour ça que je suis restée assez longtemps sur le terrain, je suis devenue salariée, j'ai côtoyé, j'ai vécu toute ma thèse de doctorat dans cet environnement, dans l'association, qui maintenant, je suis dans les conseils d'administration en plus. Je continue toujours à être c'est toujours mon boulot en fait. Oui. Oui. Et c'est très beau, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, quand on pense à la recherche, à la science, quand on étudie, n'est-ce pas? C'est très... on va comme... on analyse et tout ça, mais en fait, il y a notre subjectivité, il y a la subjectivité de l'autre, il y a toute une relation d'affection, parce que voilà, on est avec des personnes, quoi. Donc, on ne peut pas être des machines et tout simplement analyser comme si on voulait, produire quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un changement j'imagine, n'est-ce pas, je ne sais pas, mais j'imagine pour un changement pour la personne qui fait, n'est-ce pas, ce travail-là de recherche. Oui, tout à fait. Une recherche comme ça, elle modifie, je pense, plutôt la personne qui cherche, qui n'importe, je ne sais pas. Peut-être que je vais publier mon livre et que ça deviendra quelque chose qui les gens vont lire. Mais pour l'instant, la seule personne affectée dans cette démarche, c'est moi. C'est vrai que tout a changé dans ma vie après ça. Et oui, c'est quand connaître l'autre qu'on connaît soi-même, qu'on connaît soi-même. Ça, c'est une question. Ouais. Là, c'est Ricoeur qui dit. Ouais. Une chose que j'ai commencé à penser ici, et je pense que tu peux me répondre peut-être une fois que tu travailles toujours auprès de cette communauté, elle continue toujours à faire ce type de travail ou des travaux sexuels, ou elles ont déjà réussi à sortir de cette boule sexualisée des travestis
ou même la nouvelle génération que tu as dit, si elles ont réussi. En fait, maintenant, j'ai pensé à une autre question. C'est l'ancienne génération, elle a déjà réussi à arrêter de travailler dans ses boulots sexuels. Et c'est la nouvelle génération, elle réussit à travailler dans un domaine autre que le domaine Ok. du sexe. Voilà. Bon, la première génération, oui, elles se sont arrêtées parce qu'elles sont à la retraite, en fait. Parce que, en fait, je connais 2 personnes qui sont toujours à Paris et elles sont à la retraite. Du coup, elles ne travaillent plus. Elles ont déjà leur retraite par les gouvernements. Et puis, ça, c'est une génération qui a été assez affectée par les virus, dans ces cas, dans les VIH. Du coup, une grande partie est décédée à cause du virus. On sait aussi que l'espoir de vie de cette population est pas assez, c'est assez restreinte. Du coup, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont survécues jusqu'à aujourd'hui parce que là, elles ont déjà 60 ans, 70 ans. Du coup, non, à cette époque, à cet âge-là, elles ne travaillent plus dans les marchés sexuels. Déjà, elles ne sont même pas vivantes. Mais Cette donc, retraite-là du là, gouvernement, parce que cette retraite-là du gouvernement, comment ça fonctionne? Tu sais, plus ou moins? Comment ça? oui, mais parce que ces deux-là, elles se sont devenues françaises. Et du coup, tu as une retraite comme les réseaux minimums, les solidarités vieillesse. Ah, parfait. Du coup, même elles ont un logement social, tout va bien. Je crois que là, il faut dire qu'elles sont au Brésil, je ne crois pas qu'elles étaient encore vivantes. Parce que, bon, là-bas, c'est vrai qu'on a encore un état social qui marche, même si ça commence à dégénérer. Mais on a encore des programmes sociaux qui permettent les gens à vivre plus ou moins avec une dignité. Mais pour la deuxième génération, là, il y a une différence entre les personnes qui migrent, les migrants, et les personnes brésiliennes, les personnes qui sont restées au Brésil. Parce que là, comme on sait tous, aujourd'hui, on a une communauté transgenre qui est assez hétérogène. On a des députés, même des gens dans les cercles politiques. Du coup, oui, c'est vrai que cette communauté, ce groupe social, elle a réussi, même s'il y a encore déjà beaucoup de préjugés, à se faire visible, à lutter contre des discriminations. On a des personnes qui sont à l'université, même si c'est une minorité, mais quand même, on ne peut pas dire que la situation n'a pas évolué. Mais si on va voir dans ces réseaux migratoires, moi, je ne connais pas des personnes qui réussissent vraiment à vivre à Paris dans d'autres milieux. Cet réseau d'immigration, elle est toujours ancrée dans un marché sexuel. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'a pas des chiffres très fiables pour dire, mais dans mes recherches qui n'est pas quantitative, elle est qualitative, mais quand même, je connais pas mal de personnes. Je ne crois pas qu'il y a un réseau des personnes, des femmes, surtout des femmes, transgenres, trans, travestis, qui sont dehors de cet univers de marché. Ouais, c'est dommage, hein, encore. Une chose que je pensais ici aussi, c'est parce que quand on fait un projet de recherche, en général, on va créer des attentes, hein, même bon, je pense que c'est nécessaire de créer des attentes pour le travail. Hein. Quand on va faire le projet, on va dire qu'on espère vérifier ça ou cela, ou je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu attendais avant de commencer le projet, avant d'y arriver sur le terrain vraiment? Et bon, qu'est-ce que t'a surpris au moment? Est-ce que tu as eu des attentes qui ont complètement passé à côté de la réalité ou comment ça a été cette relation de tes attentes avant de connaître la situation et au moment même quand tu étais là-bas sur terrain? Oui, en fait, ma relation avec les personnes dont j'étudiais, c'était une bonne surprise. Je ne pensais pas qu'à la fin, j'allais être comme quelqu'un qui était salarié à l'association, même si j'avais une relation de proximité assez, des liens assez forts avec ces personnes. Et puis,
Après, ce que j'attendais pas, que c'était si douloureux de faire un doctorat. C'est, en fait, je sais pas, c'est assez solitaire, en fait. C'est très, très solitaire. Et puis, on faillit de laisser tomber plein des fois. Et puis, on laisse tomber, de laisser tomber. Voilà, c'était vraiment quelque chose de dur. Mais... Ouais. En plus, je sais pas, à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants, enfin, quand les gouvernements brésiliens, ils soutenaient la recherche, c'est plus le cas. Mais il y avait pas mal de Brésiliens qui étaient à Paris. En fait, on avait une association qui marchait bien. Moi, j'étais présidente à l'époque. Elle s'appelle APEB. Et puis, s'il y a des gens qui vont à Paris, je ne sais pas, maintenant, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas si vous savez, mais même les frais des masters, ils ont augmenté 10 fois pour les immigrants hors Europe. Du coup, je ne sais pas, je pense qu'on était les dernières personnes qui ont fait des études en France. Et puis, bon, les attentes, c'était ça, en fait. Je ne savais pas trop, en fait. C'était un peu quelque chose qui, je ne savais pas trop comment ça allait finir. Mais ça marchait en plus. Bon, j'ai soutenu, c'était important. Enfin, à la fin, tout ce qui est important, c'est on finit pas, enfin, on lâche. Parce qu'il y a un travail, comme peut-être vous savez, en fait, on lâche, on finit pas, on dit ok, c'est bon, on finit. En tout cas, c'était une bonne expérience. Oui, et je pense que ta contribution, elle est énorme parce que 2013 au Brésil, si on pense au contexte politique du Brésil, on a eu les grandes manifestations, n'est-ce pas, 2013, et donc alors des manifs que tout le monde est sorti, mais qu'on ne savait pas qu'on allait, enfin, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, Dilma, elle est sortie... Coup d'État? Elle a été... Coup d'État, en fait. Oui, voilà. Et donc, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, j'imagine qu'après ça, donc, et tu étais là, donc en France. Donc, le travail que tu as commencé, je pense que ça a beaucoup aidé les étudiants qui sont partis après. Non? Oui, quand je suis partie, en fait, c'était 2011. Parce que je suis allée pour faire un cours, c'était le cours des civilisations françaises à la Sorbonne, comme je disais au départ de notre conversation. Je suis partie pour faire un cours de français. Et du coup, je suis rentrée juste pour soutenir mon master. Et c'est pile à l'époque des manifestations. Du coup, j'ai honte, mais je ne suis pas allée à la manifestation parce que j'ai bossé pour finir mon master. Oui. Et après, je suis partie le lendemain de ma soutenance. Et c'était comme ça, mais quand je suis partie, en fait, on était 2011, même 2013, on était les pays du futur. Pour rentrer, on est les pays du passé, quoi. De l'âge moyen. Non, l'âge moyen, c'est avancé pour nous maintenant. On est avant ça. Oui, mon Dieu, oui. Mais quel cauchemar, hein? Il faut que tu refasses cette route vite pour qu'on puisse changer encore. Hein? Oui. Alors, Marina, je voudrais savoir s'il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre, ou enfin, une observation, un commentaire, ou quelque chose que tu as touché, ou qui, enfin... Juste pour, on disait au départ, maintenant j'ai changé un peu mes recherches, je travaille sur la prévention du VIH pour les personnes trans, migrantes, mais pas que les brésiliennes, aussi pour les personnes trans péruviennes, équatoriennes, colombiennes. Et je voudrais juste, je ne sais pas, faire un hommage à ces personnes parce que ce sont elles-mêmes qui font tout le travail de prévention pour le VIH, SIDA, pour les hépatites, pour tous les IST. En fait, l'association dont je travaille, elle est responsable pour toute cette prévention des santé sexuelle pour ces personnes. En fait, c'est important de rappeler qu'elles sont des actrices sociales historiques qui ont vraiment eu une importance dans l'histoire de prévention en santé sexuelle, surtout à l'époque du VIH, du SIDA. En fait, c'était elles-mêmes, les personnes trans, qui ont créé des communautés, des associations pour prendre soin d'elles-mêmes. Et puis, comme ça, on prend soin de toute la communauté.
Maintenant, je travaille sur cette question, sur la prévention du VIH pour des communautés clés. Et la communauté transgenre, travailleuse du sexe, c'est une communauté clé qui est très vulnérable à l'infection. Mais en même temps, elles sont responsables pour les réseaux, pour des revendications, pour la création des politiques publiques de santé qui flèchent ces populations clés. En fait, c'est cool, aussi pour rendre hommage à leur action dans la société. Oui, voilà. Alors, Marina, juste pour finir, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? C'est-à-dire, comment tu vas farcir notre pain français? Qu'est-ce que tu vas indiquer à nous, à nos auditeurs, en lecture, en film, en notre podcast, enfin? Du coup, je vais indiquer un film sur les sujets dont on parlait. S'appelle Madame, c'est l'histoire de Camille Cabral, la fondatrice du PAST, de l'association dont j'ai parlé. Je crois que c'est ouvert sur YouTube, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'appelle Madame. Et puis les séries, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une série assez intéressante sur Netflix qui s'appelle Poser. Non, j'ai jamais vu. Des belles Vogue aux États-Unis dans les années, mais c'est super, c'est vraiment chouette. C'est très, très, très belle. J'ai jamais vu. Très touchante aussi, j'ai beaucoup pleuré. Mais... Oui, non, mais c'est cool, c'est bien fait. J'ai aussi une autre indication, c'est les podcasts de Raissa Brescia, j'imagine que ça soit très, très bien. Moi, je vais l'écouter en tout cas. Mais comment c'est un podcast en fait de la radio de l'Université fédérale de Rio, hein, je crois. Comment il s'appelle déjà, Luisa? Sikiliza África. Voilà. Sikiliza África. Mais je disais aussi les podcasts qu'elle a fait avec vous. Oui. Oui, il est très, très, très beau. Bon. Merci beaucoup pour des questions et pour le temps qu'on a passé ensemble. Marina, c'est à nous. En fait, je remercie Paul Ricoeur en tant que conservateur pour te laisser super inquiète, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, en fait, comment ça s'appelle l'histoire de la sexualité? Foucault, en fait. Et bien sûr, à ta recherche, n'est-ce pas? Je suis super curieuse, je veux dire. Et bon, je te souhaite... on attend la publication du livre, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Vous m'avez donné le courage. Tout à fait. J'avais un mot de remerciement. Je reviendrai pour la sortie. Oui, tout à fait. C'est très beau, hein? Donc, alors, ça va se passer. Hein? Après le coronavirus, tu vas publier le livre, on va fêter, on va faire une fête et tout ça, danser, se rencontrer, ça va être super. Bravo, merci. Je croise les doigts. Oui, nous tous. Vraiment, un grand merci. Ça a été très, très bon de t'écouter, de te connaître, de connaître ta recherche. Ça a été une chose de laquelle il faut parler même, il faut qu'on sache. C'est une histoire vraiment que je n'avais jamais imaginé que ça existait. Même en étant prof de français depuis 5-6 ans déjà, je ne savais pas que le mot brésilien avait toute cette force et puissance, parce que c'est beau quand même, cette nouvelle signification. Là, la ville de Paris. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, Marina, bon courage. Merci. Et un grand merci. Bon voyage. Au revoir. Merci. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.